Alerte d'augmentation du prix de l'essence. Ça va monter à 1,48 $, c'est à peu près à 1,41 $. Alors, si vous avez besoin de faire le plein, allez-y donc pas. Mettez donc de côté votre... Ah non, les pistes cyclables sont pas ouvertes sur la rive sud, puis ça rive nord, me semble. Je sais pas trop si c'est compliqué. En tout cas, prenez donc votre vélo, marchez, prenez le métro. Ah ben non, le métro, il y a des taouins qui le bloquent à chaque matin, bande de mouches. Ben, prenez votre char. Ça va faire, OK, c'est correct. Christian Page, bonjour. Salut, Benoît. T'aimes-tu ça, ma voix cochonne? Ah oui, j'aime ça, même avec la petite musique, là. C'est pas pire, hein? J'ai failli monter sa table pour commencer à me faire... J'ai dit, écoute, est-ce que je me dévêtis? J'ai compris. Écoute. Je sais que c'est la chronique de mythes et complots, c'est pas la chronique d'horreur et d'exorcisme. Bon, quelques nouvelles quand même. Oui, Essayons donc quelques nouvelles. Hey, peux-tu te parler de ma conférence? OK. 15 secondes, c'est dernière chance, hein, c'est samedi prochain, 21 avril, à l'auditorium Marie-Claire et Richard Séguin du centre Roussin. C'est à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal. C'est loin! Donc, toutes les gens qui voudraient avoir plus d'informations, on va retrouver sur le site du 98.5 le lien vers mon site, christianpage.ca, pour trouver toute l'information. Pour trouver la place. Ouais, tout ça. Non, c'est pas si loin que ça. Non, exact. Bon, ça va porter sur quoi? Ah oui, c'est vrai. Ça s'appelle ça s'appelle le mystère Jésus. Mais en fait, je rassure les gens, on fera pas du preaching là. On va parler du phénomène Jésus en tant que personnage de l'histoire et on va aller vers tous les mythes qui entourent le personnage. Est-ce que ce personnage-là, dans un premier temps, existé? Dans un deuxième temps, aurait-il pu survivre à la crucifixion? Le prophète, par exemple, Yus Asaph, un prophète de l'islam enterré au Cachemire, pourrait-il être Jésus de Nazareth? Et ensuite, quel est tout ce fantasme qui a inspiré Dan Brown dans cette lignée christique? Et quel est le lien entre ce Jésus et le mystérieux trésor de Rennes-le-Château, en France, dont on se parle maintenant depuis 1 siècle et demi et dont on est toujours sans trouver une solution? Dis donc que tu vas faire des miracles. Dis donc que tu vas enlever la douleur au monde en posant tes mains dessus. Bienvenue comme les prêcheurs faisaient. Bienvenue aux dames. Hey, vraiment, toi, hein, t'es prêt? Jamila Benhabib est de l'autre côté. Bonjour, Jamila. C'est vrai. On va diffuser une entrevue que Jamila a réalisée. C'est ça, hein, en Belgique. Là. Je pense que la semaine prochaine, on va faire ça. Je pense que ça va être pas pire. Tu vas faire sauter le monde encore. T'es vraiment une vlimeuse, hein? Tu sais, c'est quoi une vlimeuse, hein? C'est ça. Excuse-moi, Christian, c'était un détour. Mais parlant de Jésus, allons-y. Première nouvelle, hein, on fait un petit bloc nouvelle, si tu le veux bien. Un exorcisme. En fait, on cherche des exorcistes à Saskatoon. À Saskatoon. Oui, ben voilà. En fait, la nouvelle est la suivante, c'est que en mars dernier, en fait, à la mi-mars, un prêtre de Saskatoon a reçu un appel d'une dame qui disait que son oncle présentait des troubles de comportement et elle était convaincue que le bonhomme en question était possédé du démon. Donc, le prêtre se rend sur place. Là, cette année? Oui, cette année, là, ça s'est passé, là, il y a 2 semaines. Okay. Donc, le prêtre se rend sur place et là, en arrivant sur les lieux, il voit cet homme assis sur un divan dans un salon, la tête entre les mains. L'homme semble effectivement marmonner, grogner, il semble être pris de problèmes de comportement. Et lorsque le prêtre s'adresse à lui, en fait, le bonhomme, faut dire, il a la chemise ouverte, il a utilisé un objet coupant pour écrire sur son abdomen le mot « Hell », enfer. Donc, et là, il est dégoulinant de sang, littéralement. Lorsque le prêtre s'approche, l'homme s'exprime dans une voix gutturale qui n'est pas la sienne. Il s'exprime à la 3e personne du singulier en disant « Il m'appartient », en parlant du personnage qui l'habite, semble-t-il, et il s'adresse au prêtre en lui disant « Foutez le camp, partez d'ici ». Le prêtre, témoin des événements, est si surpris qu'il va contacter la police de Saskatoon. Et pendant que les forces de l'ordre se rendent sur place, il va tenter des prières de libération sur le pauvre personnage en question. Et pendant quelques instants, l'individu semble retrouver ses esprits, retrouve sa voix normale. Mais dès l'arrivée des policiers dans l'appartement en question, l'homme est à nouveau pris de convulsions, s'adresse aux policiers sur place en leur lançant des injures, des vulgarités. Donc, c'est à peu près la situation dans laquelle on se trouve. Maintenant, le prêtre en question, qui a été témoin des événements, a fait une demande auprès du diocèse. L'évêque du diocèse s'est dit
ouvert à la possibilité de faire appel à un exorciste si éventuellement les tests qu'il a exigés sont négatifs, c'est-à-dire qu'il a demandé des tests de comportement, des tests d'évaluation psychiatrique pour le personnage en question. Mais si on ne trouve pas une pathologie clairement identifiée ou identifiable, l'évêque n'est pas fermé à l'idée de faire un exorcisme à condition de trouver un exorciste. Parce que, faut bien le dire, il n'y a pas d'exorciste à Saskatoon. Non. Il y en a un au Québec. Oui, mais il n'y en a pas non plus à Regina. Donc, dans la province de la Saskatchewan, il n'y a pas d'exorciste. Donc, l'évêque devra faire appel à des prêtres venant interprovinciaux pour pouvoir réaliser cette séance, si besoin était. Bien sûr. Ah bon, on va suivre ça. Et tu parles de quoi? De la vie sur Mars? De la vie sur Mars. Les gens diront, oui, mais semble on en parle souvent de la vie sur Mars. Ben oui. C'est vrai que c'est un sujet qui revient de façon sporadique, mais cette fois-là, si on tombe dans une ancienne nouvelle, la voilà. On aurait trouvé de la vie sur Mars il y a 36 ans. Et là, évidemment, tout ça nous surprend un peu, mais voilà, c'est le Journal of Aeronautical and Space Sciences qui vient de publier cette semaine un article dans lequel il rapporte les propos d'un biologiste, Joseph Miller, qui est attaché à la Kenge School of Medicine de l'Université de la Californie du Sud. Et ce type-là a passé en revue l'ensemble des données télémétriques et l'ensemble des analyses qui ont été performées, si le mot est exact, performées à partir des informations transmises par les sondes Viking, donc 2 sondes américaines qui se sont posées sur Mars au milieu des années 70. Donc ces informations-là, en revérifiant les informations en fonction des connaissances que l'on a aujourd'hui sur l'évolution des bactéries, tout ça, il a été en mesure de cibler, semble-t-il, le déplacement sur une bande vidéo, le déplacement d'une bactérie martienne. Bon, évidemment, on est loin du petit bonhomme vert avec des antennes qui fait nanou, là. Bon, mais on est d'accord. Mais c'est déjà de la vie en soi. Donc, cette information-là pourrait exister. Donc, depuis 36 ans, la NASA était apparemment propriétaire, récipiendaire, collecteur de cette information, mais ça leur était passé sous le nez parce que les analyses de l'époque n'avaient pas ciblé cette information-là. C'est étonnant quand même. Oui, absolument. On s'arrête un moment. On est avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, cette semaine, tu veux nous parler d'Amityville, mais Amityville, on le sait, on connaît l'histoire. Voilà, Benoît. Et en fait, tu fais une réflexion qui est propre au cinéma qu'on nous présente, en fait. Parce que il y a beaucoup de films qui s'inspirent des phénomènes paranormaux, qui s'inspirent des mythes, des complots, des légendes. Et on fait des films et on nous les présente comme étant basés sur une histoire vraie. Et ce qui se produit, c'est qu'à un moment donné, ces films basés sur une histoire vraie se substituent à la réalité des faits historiques. Et on en vient à croire que l'on connaît l'histoire, mais ce que l'on connaît, c'est surtout le film. Et dans le cas d'Amityville, c'en est un exemple. Il y avait quelques semaines, il y avait une auditrice qui nous avait écrit pour me demander ce que je pensais du film Cauchemar américain, American Nightmares, ou American Hauntings, excuse-moi, en anglais, qui était basé sur l'histoire de la sorcière Belle, une histoire de fantôme au superlatif. Et évidemment, cette histoire-là est très déformée de la réalité même de ce qui était observé sur place. Amityville en est un autre bel exemple. Donc, si on reprend, c'est un film, pour les gens, on connaît bien, d'abord, il y a eu un livre en 1977, Amityville, la maison du diable. Ensuite, il y a eu un film en 1979 qui mettait en vedette Margot Kidder et James Brolin. Et puis ensuite, on a eu un film en 2005, un remake du film, sans compter les suites de moindre qualité. Amityville 2 le possédait, Amityville 3, The Devil Escape, bon, etc. On en a fait 6 ou 7 de suite. Mais qu'est-ce que l'on sait réellement, là, au niveau des gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que l'on sait au-delà du film ou au-delà des faits qui nous sont présentés dans ce film-là? Les gens disent, mais il semble qu'il y a eu des meurtres dans cette maison-là. Mais oui, mais qui, quand, comment, pourquoi? Qu'est-ce que l'on sait de ça? Au niveau des hantises, qui, quand, comment, et qu'est-ce qui est advenu ensuite de ça? Donc aujourd'hui, si tu le veux, on va essayer de passer les faits historiques. Oublions un peu le mythe, parlons des faits eux-mêmes. Donc, notre histoire commence en 1965. On a cette fameuse maison de style colonial hollandais qui se trouve à Amityville. Elle n'est pas construite sur un cimetière amérindien, comme le racontent les légendes. C'est une maison qui est là. La maison originale avait été déplacée. Donc, on a cette maison construite à la fin des années 20 de style colonial hollandais. En 1965, elle est achetée par la famille DeFeo. C'est une famille d'Italiens. Une famille, on a 5 enfants, les parents.
Ces gens-là, donc, aménagent dans cette maison. Elle, Louise Defeo, son père, née Durante, son père est propriétaire d'une concession automobile. OK, là, donc, il y a la famille, il y a les enfants, parce que ça, on la connaît, cette histoire-là. Ouais, donc. Là, le gars vire fou. Ouais, en fait, il vire pas réellement fou. C'est un type qui a déjà des problèmes de comportement. C'est un junkie. C'est un type qui a fait plusieurs vols. Il a été accusé, remis en liberté. Il doit suivre une cure de désintoxication. Donc, on voit un peu le profil. C'est une famille également dans laquelle on a beaucoup de violence. Hein? Donc, le père Defeo, derrière les portes closes, s'en prend parfois à sa femme. Il fait preuve de violence envers ses enfants. Il y a de nombreuses altercations entre le fils et le père. Et là, on est ce 13 novembre 1974. Ce soir-là, Ronald Defeo est chez lui. Il s'endort devant la télé. Ses parents sont aux étages. Ses frères et sœurs dorment. Et là, vers 3 heures du matin, il se réveille. Et là, il entend des voix, dit-il, une sorte de main gantée qui lui tend une arme. Il décide de monter dans sa chambre. Il s'empare d'une carabine, un Marlin calibre 35. C'est de type Winchester, tu sais, avec la crinque en dessous qui permet à la balle de rentrer dans la culasse. Et ensuite, il va aller d'une pièce à l'autre. Il va abattre ses parents, abattre ses frères et abattre ses sœurs. Curieusement, toutes les victimes seront retrouvées face contre le matelas. Donc, on ignore si elles ont été abattues comme ça ou si Ronald les a forcées à se placer comme ça. Quoi qu'il en soit, Ronald va prendre sa douche, va s'en aller travailler, il va emporter avec lui l'arme du crime, il va se débarrasser de l'arme, chemin faisant vers New York, et lorsqu'il va revenir le soir même, il va s'arrêter dans un petit bistrot local, et là, il va dire, il y a quelque chose de bizarre qui se passe chez moi, ma mère devrait être là, elle est pas là, bon. Et finalement, il va emmener des gens avec lui, ils vont briser une vitre, vont rentrer à l'intérieur de la maison et vont trouver les 6 corps sur place. Lorsque la police d'Amityville va se présenter, ils vont trouver évidemment les corps. Et là, Defeo leur raconte une histoire en disant « Je pense qu'ils ont été abattus par des gens de la mafia. » Ils vont inventer toutes sortes d'histoires, mais il va falloir finalement moins de 48 heures aux autorités pour écrouer Ronald Defeo. C'est lui l'assassin, il va y avoir un procès. Durant son procès, Ronald Defeo va changer sa version des faits. Au départ, il dit que c'est lui l'assassin. Après ça, il dit que c'est pas lui. Il va accuser sa sœur. Et puis, à un moment donné, lorsqu'il va reconnaître les faits, il va dire au juge, j'ai abattu ma famille par légitime défense. Lorsque j'ai une arme entre les mains, je sais qui je suis Dieu. Et voilà, suite à ça, Ronald Defeo est condamné à 6 fois une peine de 25 ans de réclusion, donc 150 ans de prison. C'est long. Et actuellement, il est toujours détenu dans un pénitencier de New York. Il est admissible à une libération conditionnelle depuis 1999, mais jusqu'à maintenant, toutes ses demandes de libération ont été rejetées. Lui as-tu déjà parlé, toi? Non, jamais. Non? Ça ne te tente pas? Non. Mais par contre, j'ai passé une soirée d'Halloween dans les années 80 dans la fameuse maison en question, la maison d'Amityville. La suite après ceci. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. De retour avec Christian Page, c'est vendredi, là? Samedi. C'est samedi. 21 mars, 19h30, au centre Roussin, à Pointe-aux-Trembles. Sur le site du 98.5 FM, on va retrouver le lien christianpage.ca, toutes les infos. Parfait, parce qu'on a eu d'autres appels là, pour savoir c'était où exactement, mais c'est ce samedi. Oui, absolument. OK, donc... On est à Amityville, on a commis les crimes, donc cette histoire-là, à ce moment-là, il n'y a jamais eu d'histoire de fantômes. Aucun des propriétaires qui ont précédé les Defeo dans la longue histoire de cette maison du 112 Ocean Avenue n'ont rapporté des fantômes. Et là arrivent les Lutz, eux, ils vont acheter la maison en décembre 1975, ils vont y emménager, ils vont habiter là, grosso modo entre la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier de l'année suivante. Et là, 1 mois après, ils vont quitter la maison en disant la maison est hantée. On va passer sur les hantises. Ce sont ces histoires-là qui ont servi de trame au fameux film que l'on a vu. Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ce que les gens savent moins, c'est ce qui va suivre après. C'est-à-dire qu'on a ces événements-là qui sont rapportés, il va y avoir le livre qui va être signé, les Amityville Horreur, et ensuite de ça, les films qui vont suivre, et tout ça, évidemment, rapporte des sous. Bon. Les Lutz, est-ce que cette histoire-là, elle est vraie? Évidemment, si on en parle, je te dirais qu'il y a des pour, il y a des contre quand on regarde les faits historiques. D'abord, regardons les pour. Bon, les Lutz ont prétendu qu'il y avait eu ces manifestations dans la maison. Il y a eu des médiums qui sont allés sur place. Entre guillemets, bon, les médiums, ça vaut ce que ça vaut. Ces gens-là ont prétendu effectivement qu'ils avaient ressenti des formes ou avaient vu des formes, avaient ressenti des sensations désagréables. Et ensuite, les Lutz eux-mêmes ont passé à 2 reprises des tests de polygraphe
polygraphe et dans les deux cas, ils ont réussi à passer ces tests-là sans problème. Évidemment, me diras-tu, les tests de polygraphe, c'est loin d'être certain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce n'est pas admis devant les tribunaux. Mais les policiers, s'il y a des policiers qui nous écoutent, ils diront certainement que si quelqu'un rate ou réussit son polygraphe, c'est déjà un bon indicateur. Dans le cas des Lutz, ils ont passé 2 tests de polygraphe menés par des experts sur les tests de polygraphe. Ils ont réussi. Donc, ces éléments-là contribuent à dire c'était peut-être vrai. Mais il y a aussi toute une série d'arguments contre. Hein. Les Lutz, au départ, lorsqu'ils ont commencé à parler de cette histoire de hantise, ils se sont ouverts à des journaux locaux. Et à chaque fois qu'ils s'exprimaient sur cette histoire-là, il y allait d'exagération en exagération. Donc, l'histoire se transformait au gré des reportages médiatiques. Ensuite de ça, ils ont signé ce fameux contrat de livre. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que précédemment, dans l'État de New York, il y avait eu un précédent. Un type avait acheté une maison dans le nord de l'État, et comme il venait d'un autre État, lorsqu'il a acheté cette maison-là, il n'était pas au courant de tout le folklore qui entourait sa nouvelle propriété. Et une fois emménagé, il a constaté qu'il y avait des bruits, des coups dans les murs, des portes d'armoire qui s'ouvraient. Et quand il en a parlé à ses voisins, ces gens-là lui ont dit « Ah, mais vous avez acheté la vieille maison hantée de monsieur et madame Machin. » Et là, évidemment, il en a parlé à son agent d'immeuble qui, lui, était au courant des rumeurs de hantise concernant cette maison-là, mais il considérait ça comme des balivernes. L'affaire est allée devant les tribunaux et le type a été dédommagé pour ça, pour cette histoire-là. Ah, ouais. Le juge ayant décidé que l'histoire de hantise accolée à cette maison-là était un vice caché au même titre qu'un plafond qui coule, par exemple. Donc, il y avait eu un précédent. Le juge s'est pas prononcé de dire « je crois aux fantômes ». Le juge a dit simplement à l'agent immobilier « vous auriez dû informer votre client que cette maison-là avait la réputation d'être hantée ». Le type avait donc été dédommagé pour ça. Les Lutz quittent la maison. Regardons les faits historiques. Les Lutz emménagent dans la fameuse maison d'Amityville. Ils l'achètent 80 000 $. Cette maison est quand même évaluée à 180 000 $. Un mois après, où ce sont les fantômes qui les ont chassés, ou les comptes de taxes qui ont commencé à rentrer, les comptes de taxes sont quand même calculés sur la valeur de l'immobilier, non pas sur le prix qu'ils ont payé. Est-ce que les Lutz ont réalisé à ce moment-là qu'ils n'arriveraient pas à payer les traites de la maison, les taxes étant trop élevées? Et certains ont soutenu parce que, évidemment, ils se sont tournés vers la compagnie qui leur avait vendu la maison, l'agence immobilière. Ils ont essayé de récupérer ça. Personne ne sait ça. Ils ont essayé de récupérer les 25 000 $ qu'ils avaient mis en mise de fonds dans l'achat de la propriété, qu'ils n'ont pas réussi à obtenir parce que l'agent immobilier s'est défendu en disant cette maison-là n'avait jamais eu d'histoire de hantise au préalable. Donc, on n'aurait pas pu vous informer de ça. Quoi qu'il en soit, les Lutz ont raconté l'histoire de hantise, probablement pour récupérer les 25 000 $ de mise de fonds. L'histoire, ça ne nous a pas permis de faire ça, mais l'histoire a tellement bien marché avec le livre et les films qui ont suivi que les Lutz ont empoché quelques 7 millions de $ des suites de l'histoire de cette maison d'Amityville. Tout ça grâce à une excellente idée. Une excellente idée. Et aujourd'hui, cette maison-là, donc après les Lutz, la maison a été rachetée, vendue, rachetée, et aucun propriétaire successif suivant les Lutz n'a raconté la moindre histoire de hantise. Et la maison, je suis allé au milieu des années 80. La maison était la propriété des Cromarty, qui organisaient des soirées d'Halloween très olé. Et par une série de circonstances un peu amusantes, je me suis retrouvé là. J'ai pu visiter cette maison-là. Déguisé comment? Moi, j'étais pas déguisé. J'étais déguisé en Christian Page, un animateur. Déjà? C'était déjà beaucoup. Ça fait peur. J'avais un beau speedo, par exemple, parce que bon. Mais... Es-tu allé sur le yacht de Monsieur Accourceau, toi? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas été vu là. Mais enfin, c'est une histoire qui était fascinante, mais qui fait partie de la culture populaire, mais dont les faits restent très controversés. Un mythe déconstruit. Merci, absolument. Christian Page. L'essence augmente à 1,48 $. Merci. Ah oui, en la petite musique, faut qu'on je monte ça à table. Ah, mon amour, l'essence augmente. À demain tout le monde, dès midi. Au revoir.